Aujourd'hui, nous allons discuter avec la docteure Christine Roy. Elle conçoit et présente régulièrement du matériel de sensibilisation pour les professionnels de la santé et le grand public, notamment pour le site Santé des conducteurs SAQ, le guide de l'évaluation des attitudes à conduire du Québec et divers webinaires et conférences. Notre discussion ira au-delà des informations habituelles liées aux capacités affaiblies sous l'effet de l'alcool lors de la conduite. Nous allons explorer les enjeux de la consommation d'alcool et de cannabis, mais également celle des médicaments prescrits. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, merci. Je m'appelle Christine. Je suis un médecin de famille de cœur, médecin conseil pour la société. Puis, merci de m'inviter pour parler de ce sujet-là. C'est super intéressant. Puis, je suis un peu curieuse, ça vient d'où, cette idée-là? Bien, merci à toi d'être là. C'était vraiment parce que c'est des sujets, en fait, pour cette saison-là, où est-ce qui sont arrivés des différentes conversations qu'on a avec des participants dans nos interventions, mais aussi dans nos formations. Fait qu'on on a vraiment différents sujets là, dans les 6 épisodes de cette saison-là qui abordent des enjeux que les personnes vivent aussi ou que nous, on a vu dans les événements. Fait aujourd'hui, par rapport aux capacités affaiblies, une des premières questions qu'on voulait poser, c'est pourquoi, ou en tout cas, on ne veut pas parler justement tant que ça de l'alcool parce que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Puis il y a plein d'autres enjeux, plein d'autres consommations qu'on parle moins. De votre avis, pourquoi on en parle moins, ou du moins, c'est quoi les risques associés au fait de moins en parler? OK. Écoute, c'est sûr, l'alcool, on en parle beaucoup. On en a parlé beaucoup. Mais la capacité affaiblie, c'est pas juste l'alcool, hein. C'est les drogues, c'est les médicaments. Les médicaments que je prescris, les médicaments qu'on achète en vente libre, c'est même la fatigue, le manque de sommeil qui peut te mettre en capacité affaiblie. Fait que, tu sais, c'est capacité affaiblie, un cerveau affaibli, c'est un peu plus ça, là. C'est plein de choses, là. C'est pas juste des substances qu'on va ingérer aussi, là. Oui. On va commencer justement à parler par rapport à la consommation de cannabis. De votre point de vue, c'est quoi l'impact du cannabis sur la concentration, la mémoire et le sommeil? En fait, on a souvent justement des gens qui nous partagent le fait de, comme, pour soit se concentrer pour conduire ou pour des examens ou pour étudier, de consommer du cannabis parce que ça leur donne l'impression où eux, ils ont ce sentiment-là de concentration. De votre point de vue, à vous, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que ça l'aide à la concentration ou au contraire? C'est pas mon point de vue à moi. C'est plus les données probantes ou la recherche qui ont fait de plus en plus sur le cannabis. Puis ça a des impacts là, sur la concentration, sur ce qu'on appelle l'attention. Puis l'attention divisée, c'est d'être capable de revenir à quelque chose que tu pensais, puis de revenir à une tâche. Fait que ça a quand même un effet où on est un petit peu moins rapide de revenir à une tâche qu'on a faite. Puis c'est sûr que là, moi, je m'occupe comme plus de l'aspect sur la conduite, là. Mais exemple, si je donne un exemple sur la conduite, bien, tu sais, avec ton cerveau, avec un peu de cannabis, pour la conduite, c'est que tu vas perdre des fois l'attention, puis il faut que tu aies l'attention partout sur l'extérieur, l'intérieur, ce qui rentre. Tu as aussi la mémoire de travail qui peut être affectée, c'est-à-dire te rappeler ce qui était avant. Exemple, si je donne l'exemple de la conduite, parce que je trouve que c'est mon monde, là, c'est plus facile. Tu as oublié que tu es rendu t'es dans une zone de 70 où tu passes à 50, ou puis là, tu relâches ta zone de 50, puis tu en vas à 70. Fait que ta mémoire de travail oublie comme ah oui, puis c'est beaucoup plus lent d'aller rechercher l'information. Oui, il y a des changements, puis tu penses que tu es mieux concentré peut-être parce que tu te sens moins nerveux, tu te sens plus relax, mais finalement, tu es peut-être un peu juste plus lent. Oui, c'est ça. OK. Ben, c'est sûr que ça va jouer justement sur la mémoire, la concentration, comme vous dites, Oui. mais ça peut donner cette impression-là. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect des fois de comme, même dans le visuel, Oui. de genre de Oui, l'espèce tunnel de un vision peu. de tunnel Oui. qu'on peut avoir ou un peu d'hyper-focus Oui. où tu perds. Bon, encore là, je reviens à la conduite, là, parce que tu sais, c'est vraiment mon dada, là. Mais c'est comme tu perds une partie de ton environnement. Tu focuses juste droit devant. Hey, attention, il y a le côté. Hey, Oui. attention, il y a devant toi. Tu sais, puis fait que tu deviens comme un peu trop focusé puis sur une affaire, puis t'es quand même plus lent à analyser la situation, t'es plus lent à prendre une décision. Oui. Puis des fois, de façon urgente, il faut que tu réagisses puis que tu prennes la bonne décision, là. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a un gros aspect justement sur la prise de décision Oui. que les gens prennent pas en considération parce qu'ils ont cet aspect-là d'hyper-focus, d'avoir l'impression de comme, ah, mais je vois la route, je regarde droit devant moi. Fait que comme, je sais ce qui arrive, je vois, mais il y a beaucoup justement la périphérie, comme vous avez dit. Oui. Mais il y a aussi l'aspect de la prise de décision. Ouais. Oui, je pense qu'un des points importants, surtout justement quand on parle de conduite, mais aussi dans plein d'autres aspects, parce qu'un des sujets qu'on veut parler un peu, c'est non seulement des capacités affaiblies dans la conduite,
conduite, mais dans plein d'autres sphères de notre vie. Donc, par exemple, le travail aussi, ça peut Oui. être un bel exemple. Oui. Un beau transfert à faire aussi sur ça, le fait de, comme, par exemple, machinerie lourde ou de conduite Oui. de certains, même des trucs lourds ou d'être focus puis de devoir prendre des décisions rapidement, par exemple, d'arrêter sur un bouton parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. Bien, tout ça peut être affecté aussi par la consommation, par exemple, de cannabis dans ce cas-là, tu sais. Oui. Puis tu contrôles peut-être pas toujours comment tu vas te sentir aussi là, après l'utilisation. Là. Fait que Oui. ça peut avoir un effet que tu t'attendais pas ou que tu pensais qu'il arriverait puis qu'il arriverait pas aussi. Là. Fait que ça peut être un peu aléatoire des fois. Là. Oui, je pense que c'était un des sujets qu'on avait justement dans notre saison 1 de Balado sur la loi de l'effet, comme quoi justement c'est la. vrai. J'avais écouté, c'était bon. Fait qu'un beau Oui. rappel, là, s'il y en a qui l'ont fait écouter, ça peut être c'est bien expliqué. Allez écouter ça. Merci. Ouais. Mais oui, c'est ça, la loi de l'effet permet d'expliquer ça parfois, puis d'expliquer en fait l'inexplicable, d'expliquer qu'il y a des fois, d'une fois à l'autre, d'une personne à l'autre, à quel point ça peut être différent. Fait que c'est même si c'est quelqu'un qui est habitué, qui a une tolérance, ça se pourrait qu'une fois ça l'arrive. Fait que le fait de consommer dans des situations où est-ce que vous êtes, c'est pas un environnement où est-ce que vous êtes censé être en état de consommation. Ça peut être autant pour le travail, la conduite ou, par exemple, l'école. C'est sûr que à chaque fois, la personne, elle se met un peu à risque, au final, d'avoir des symptômes, d'avoir des effets, en fait, qui sont indésirables ou qui n'ont pas été recherchés puis qui peuvent amener quand même des gros risques. Oui, qui ne sont pas compatibles avec la tâche que tu es en train de planifier ou que tu vas te mettre à faire. Là, mais oui. Un des gros sujets qu'on voulait aborder aussi aujourd'hui, c'était toute l'aspect des médicaments prescrits. Il y en a beaucoup qui ont cette éthique-là, en fait, de pas conduire. Mais de notre point de vue, ou puis même ce que beaucoup de gens nous partagent, c'est que c'est souvent peu expliqué, en fait, pourquoi la personne a certains médicaments, on ne devrait pas conduire à ce moment-là. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Oui. Écoute, les médicaments, tu sais, quand tu vas chercher ta prescription là, en pharmacie, là, que ce soit juste pour une pilule contraceptive, là, ils te remettent 3 feuilles. Là. Dans les 3 feuilles, il est écrit, et je pense que c'est écrit des fois plus gros que c'est plus dangereux de monter dans un échafaud que de prendre ton auto. Tu as assez de prendre, c'est vrai, tu as assez de comprendre puis de lire ce qui est écrit puis de le dire. Puis je pense qu'ils vont te donner de l'information, mais si tu n'es pas capable de la repérer, tu n'es pas capable de la traiter. Fait que ça, c'est un des problèmes qu'on a. Bon, ça va vite. Le médecin, des fois, ne pensera pas toujours à la conduite. Hein. Moi, mon rôle comme médecin conseil, c'est justement de dire à mes collègues, hey, by the way, pas des adultes conduisent, ils ont un permis de conduire. Puis quand tu le reçois dans ton bureau, ben qui est aussi à rendez-vous, peut-être qu'il s'est envenu à conduire, il y a peut-être un impact. Bref, en tout cas, puis les médicaments, ben il y en a beaucoup. Puis c'est quand tu regardes la santé publique qui fait des répertoires sur l'utilisation des médicaments, tu sais, la polypharmacie qui est définie comme 5 et plus ou 10 et plus de médicaments. Écoute, c'est assez hallucinant de voir la quantité de médicaments qui est prescrite, là. Puis, fait que oui, les médicaments, ils sont prescrits. Il y a du travail à faire de sensibilisation. Alors que là, je reviens pour la conduite, là, mais même pour conduire un chariot élévateur, là, pas juste ton auto puis ton camion, mais de penser à ça quand on les prescrit. Tu vois, il faudrait aussi c'est quoi la meilleure médication que je peux prescrire qui n'aura pas d'effet, hein, qui va guérir, va aider à traiter la maladie, parce que être malade, c'est pas mieux non plus pour conduire. Là. Fait que là, il faut trouver la balance là, comme médecin. Puis le pharmacien aussi doit aussi quand même te conseiller. Puis comme personne qui prend les médicaments, je pense que tu as une responsabilité aussi de savoir quel effet que ça va te faire. Tu sais, parce que la première fois que tu prends un médicament, il faut que tu attendes de voir quel effet que ça va te faire. Ça va-tu t'endormir? Ça va-tu t'éblouir? Vas-tu voir double? Vas-tu avoir chaud? Vas-tu perdre connaissance? Tu sais, j'exagère certaines médications, là, mais il faut quand même. Puis ça, c'est toujours pire quand on commence un nouveau médicament, quand on réduit la dose, quand on change une molécule. Tu sais, il faut attendre de voir. On n'est pas toutes faites pareil. Hein? Fait que, on ne réagit pas toutes pareilles. Ben, c'est là qu'on voit aussi comme la similitude, ce qui est logique pour nous, par exemple, pour grippe, parce que c'est les mêmes conseils qu'on dit aux gens quand ils consomment. On dit beaucoup plus quand ils consomment des drogues, là, acheter sur le marché noir ou dans la rue ou autre, là, dans le sens que comme les gens, ils vont acheter une nouvelle batch, puis on leur dit, OK, ben petite dose de voir comment ça va se passer. Mais c'est là aussi qu'on voit, puis le parallèle est là, parce que la réalité, c'est que des médicaments, c'est aussi des drogues. Puis dans le sens contraire aussi, un va avec l'autre, fait que c'est la même logique. Je pense qu'un des points que tu as apporté qui est quand même vraiment intéressant aussi, c'est en fait les molécules puis les médicaments, c'est aussi un peu la tâche du médecin de trouver quelque chose qui va fonctionner non seulement avec la personne. Je pense qu'il y a un aspect beaucoup sur le cerveau aussi, sur la façon que la personne va l'assimiler, mais aussi sur le mode de vie. Il y a quand même sûrement des décisions qui peuvent être prises en fonction de ça, pour justement parce qu'en fonction de comment ça va affecter les capacités de la personne, bien, il y a des tâches ou des trucs qui sont des fois plus importants, mais je comprends que c'est pas
les médecins n'ont pas nécessairement tout le temps non plus de faire Ben, ça. pas tout le temps, dans mais les comme patient situations. aussi, tu as une responsabilité, tu as un Ouais. rôle aussi de dire, écoute, moi, je travaille dans aussi, me le dis pas. Exemple, que je suis monteur de ligne d'Hydro-Québec. Écoute, si j'ai 2 choix d'antibiotiques, je vais choisir celui qui donne pas de vertige. Là, ça me Ouais. tente pas qu'il Ben se oui. décroche en haut. Fait qu'il y a aussi de dire, écoute, hey, c'est-tu compatible avec le type de travail que je vais faire, avec la tâche que je m'en vais faire? Écoute, c'est-tu compatible? Ça paraît-tu dans mon sang, dans mes urines, parce que moi, je suis testée au travail pour quelque chose. Là. Ouais. Fait qu'il y a aussi une communication qui doit se Oui. mettre aussi, puis dire, voici, parce que si tu te regardes, tu googles les effets secondaires, écoute, ça peut être paniquant parce qu'on est obligé de dire, ils sont obligés d'écrire, je pense, le 0,1 % des effets, fait que ça peut aller de la tache rouge à qui t'arrivera jamais à tu vois double. Fait que les plus fréquents doivent être discutés, puis surtout ceux qui sont à risque pour toi, tu es un peu plus ou plus difficile à gérer, là, qui sont pas capables de tolérer. Là. Ça, c'est des médicaments prescrits, mais pas prescrit aussi, là. Je veux Oui, oui. dire, pas prescrit aussi, là. Tu sais, le bon vieux acétaminophène, là, qui est en vente libre, si on refaisait les études aujourd'hui, peut-être ça prendrait une prescription. Ah ouais? Tu sais, quand on se rend compte des effets que ça a, des effets secondaires, puis qu'on peut avoir. Puis les produits naturels aussi, quand les patients arrivaient, les produits naturels, hey, écoute, ça peut marcher, les produits naturels, là. C'est de la chimie, de la biochimie, là. Ouais, c'est la même chose, là, C'est la aussi, même là. affaire, là. Fait que il faut bien se renseigner, poser des questions, valider nos sources d'information, puis voir qu'est-ce que ça va te faire, là. Un des trucs que tu as dit qui était vraiment intéressant pour moi, c'est, je pense, tu le vois aussi comme ça, que chaque personne est expert de sa propre situation. Puis je pense que nous, on essaie de le mettre vraiment beaucoup de l'avant dans les événements qu'on fait, où est-ce qu'on parle aux gens, puis on leur dit, mais tu sais, si tu prends ta décision, on laisse les gens prendre, on essaie de leur offrir les possibilités, puis de les laisser choisir. Malheureusement, je pense qu'il y a un aspect sur le médical, veut pas, parce que les gens, ils ont l'impression que comme il faut, tu sais, puis oui, faire confiance au médecin, c'est vraiment important, mais il y a tout le temps l'ouverture de la discussion aussi dans des traitements ou médicaux ou autres, mais il y a un aspect, je pense, important aussi que les gens ils doivent se considérer experts de leur situation puis être en mesure de défendre leur situation puis d'avoir une discussion avec leur médecin. Oui, c'est pas je te dirais, tu sais, je suis un vieux, là, je suis un vieux docteur, là, puis, tu sais, on a passé du temps où c'était... j'ai été formée par le cerveau blanc, sérieux, c'est moi le docteur, c'est moi qui décide, puis tu n'as pas un mot à dire, je sais ce qui est bien pour toi, là, tu sais, attends un petit peu, je veux poser des questions. Puis là, on est vraiment plus dans l'accompagnement, le patient partenaire, puis le patient, Oui. tu sais, puis c'est correct, là. Oui. Tu sais, puis ma job comme expert en médecine, c'est de dire, regarde, voici ton problème de santé, voici les avenues, les solutions que j'ai, moi, médecin en biologie, mais il y a d'autres choses aussi, puis voici, puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu veux aller? Je vais faire de l'accompagnement aussi. Je ne suis pas là pour imposer, mais il faut que j'aille chercher ce consentement éclairé. Puis le consentement éclairé, il faut que tu aies l'information. Il faut que tu aies la bonne. Puis après ça, tu prennes ta décision. Puis je t'accompagne là-dedans. Puis ça m'est arrivé d'accompagner des patients. Tu sais, la décision, c'était pas nécessairement, c'est pas le chemin le plus facile qu'ils prennent, mais c'est correct, on va y aller, puis on va regarder, voici les risques, voici les avantages, puis je vais être là, puis on accompagne. On change le discours. Je suis en médecine de famille, là. Oui. Tu sais, puis les formés à Sherbrooke, on était plus biopsychosocial, là. Mais moi, c'est ma vision, puis c'est ma vision aussi, là, de santé, de santé-sécurité aussi, là. Les aspects biopsychosociaux, il faut qu'on en prenne Oui, c'est ça. De vraiment prendre en conscience. considération, en Ouais. fait, tout ce qui entoure la Tout. situation de la personne Oui. et ou de la communauté là, dans certaines situations pour la sécurité routière, par exemple. Parfait. On voulait aussi parler justement des comment les mélanges peuvent influencer les capacités. Est-ce qu'il y a, puis là, c'est ça, je pense qu'on peut essayer de cibler là, quelques mélanges particuliers parce que sinon, il y en aurait vraiment beaucoup. Mais comme de ton point de vue, y aurait-tu au moins un ou deux mélanges que tu voudrais comme pointer puis mettre de l'avant que souvent les gens oublient ou pensent pas? Les là? mélanges, déjà à la base, là, je vais parler comme professionnel, comme médecin, il y a des mélanges qu'on fait, il faut qu'on réfléchisse. Puis d'ailleurs, on a un mouvement aussi de déprescription, OK? Ouais. On a une réflexion à faire, surtout avec notre clientèle plus âgée ou nos cerveaux plus atypiques là, qui réagissent différemment. Là. On prend ça en compte avec le pharmacien aussi. Fait qu'il y a déjà un mouvement de déprescription de regarder les mélanges. Écoute, le mélange. Tu sais, en passant, il n'y a pas un mélange qui est pas à risque, là, puis un mélange, puis ce que tu mélanges, tu sais pas trop, là. C'est une recette de gâteau, tu sais pas trop si ça va lever ou ça va s'effoirer. Fait que plus tu mélanges des affaires, plus tu t'attends au chaos. C'est à peu près ça ma définition, là. Tu risques d'avoir du chaos. C'est sûr que mélanger de l'alcool, OK, avec
ce que tu veux d'autre, là, une médication prescrite, pas prescrite, puis tu vas te mettre dans le trouble. Mélanger dans les mêmes familles aussi, c'est sûr, tu vas aller chercher plus d'effets secondaires des familles. Tu mets toutes tes familles de dépresseurs, relaxants musculaires avec ça, c'est sûr que tu risques d'avoir beaucoup plus de difficultés, là. Écoute, il y a beaucoup de mélanges. Tu sais, le principe de un peu de tout, là, un petit peu de cannabis, un petit peu d'alcool, un petit peu de sirop pour la toux, un petit peu, c'est pas grave, je vais prendre mon allergie un petit peu. Ça peut t'amener à quelque chose que tu t'attendais pas du tout, puis tu sais pas quand ça va arriver non plus, là. Si tu parles du mélange dans les données probantes, dans les études, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça peut être un bel exemple à jaser. À jaser. Un des plus gros mélanges. À la sécurité routière. Oui. Mais dans ma littérature, parce que c'est ça surtout que je lis, là, les mélanges, mais tu sais, quand on regarde les gens qui sont décédés dans les accidents d'auto, et pour ceux lesquels on a pris des prises de sang, ben on retrouve, je dis pas que ce qu'on a trouvé, c'est la cause de l'accident, de la capacité affaiblie, là, mais il y a des niveaux de dosage que c'est sûr qu'il est en capacité affaiblie. Mais ça, on retrouve de l'alcool en numéro 1, on trouve du cannabis en numéro 2, on trouve la cocaïne ou quasiment équivalent avec les autres stimulants, MDMA. Et on va retrouver des opiacés et on va retrouver de la médication de prescription. Puis la médication de prescription, les antidépresseurs, surtout les antipsychotiques, les médicaments pour la santé mentale, là, puis beaucoup de médicaments aussi neuro qui ont tous des effets sur notre cerveau. Puis donc, c'est les mélanges qu'on voit. Parce que les typiques, puis c'est vraiment un angle mort, là, ces mélanges-là. Je parle comme spécialiste sécurité routière, un peu de médecin, là, qu'on a, là, de mélanger un peu de tout, puis on ne sait pas exactement quel effet que ça fait, mais on sait que ça diminue tes capacités. Oui, c'est ça. De penser, réfléchir, d'interagir, en tout cas, de conduire, ça c'est sûr, puis on est capable de le voir, là. Oui, c'est sûr que ton expertise est beaucoup là, sur ta capacité conduite et tout, mais encore une fois, c'est tellement les parallèles. Oui. Les parallèles peuvent se faire quand même assez facilement pour capacité affaiblie dans tous les domaines au final. Là, comme tu dis, ça joue. En fait, c'est souvent imprévisible dans les mélanges. C'est ça qui, comme c'est vraiment difficile à savoir parce que déjà, encore une fois, loi de l'effet, chaque personne est individuelle, des trucs comme ça, mais chaque substance qui est rajoutée, ben ça peut être une substance qui va créer des effets qu'on n'est pas habitué, pas recherchés ou pas attendus, qui, eux, peuvent amener justement plein d'enjeux qui vont jouer sur les capacités, non seulement, oui, conduite, mais capacité émotionnelle, capacité de travailler, capacité d'étudier. On en parle, je pense que c'est ça au final, puis c'est un peu le but du podcast qu'on voulait amener aujourd'hui, c'est que oui, on parle énormément de la capacité affaiblie conduite, qui, oui, clairement crée beaucoup d'enjeux individuels, sociétals, communautés, mais les capacités affaiblies, nos capacités, c'est pas le moment qu'on utilise les capacités, c'est pas juste dans la conduite, c'est dans tout ce qu'on fait dans la vie. Puis on veut faire réaliser un peu aux gens justement que comme la consommation peut venir jouer sur plein d'autres aspects de sa vie, puis ça peut créer des enjeux non seulement, oui, sur des capacités à conduire, mais aussi nos capacités à étudier, à travailler, à créer des liens avec les gens. Mais tout ça est interrelié au final, là. Tout est intériorisé. C'est un peu comme si c'est pas la meilleure version de ton cerveau que tu pourrais avoir, ta version, puis puis des fois, tu vas utiliser quelque chose ou même prescrire un médicament, puis finalement, où tu voulais aller, tu fais hey, tabarnouche, là, tu l'amènes ailleurs, puis il y a des effets secondaires que tu t'attendais pas. C'est, exemple, un antibiotique, tu veux guérir l'infection, mais tu viens de le rendre étourdi, complètement non fonctionnel, peut pas prendre une décision, de la misère. C'est pas là que je voulais aller, puis pourtant, le problème, je voulais le gérer, puis j'ai créé d'autres affaires. Fait que oui, les capacités affaiblies. Écoute, dans une journée, on en prend des décisions, puis on en rentre en relation, puis on communique, puis ce cerveau-là, cette réserve dans notre cerveau, on a notre besoin, puis des fois, on arrive dans une réserve de cerveau qu'on n'a pas. Puis si on est trop fatigué, affaibli, puis la fatigue aussi, puis la dette de sommeil aussi, c'est une autre affaire, là. Tu sais, manquer de sommeil, ça te rend... C'est pas génial, là. Oui, c'est ça. Ça joue sur les prises de décision aussi. Ça joue sur les impressions, je pense aussi beaucoup, comme l'interprétation au final des interactions qu'on va avoir avec les gens. T'sais, un peu le même concept, même le fait d'avoir faim aussi. Tout. Au final, je pense que le lien aussi, un peu tout ça de cette podcast-là, c'est de faire un peu réaliser puis d'entamer cette discussion-là sur le fait de comme les capacités affaiblies, ça joue sur plein de sphères dans notre vie. Puis c'est aussi que c'est pas juste sur la consommation d'alcool, mais c'est
plein d'autres choses qui peuvent venir interférer puis venir changer nos perceptions puis la façon qu'on réfléchit. Puis c'est un peu tout ça aussi quand on parle de c'est quoi une substance. Ça vient jouer sur nos perceptions, nos interactions. Puis des fois, ça paraît flou, mais c'est là aussi, c'est de dire que c'est pas... Ça vient jouer sur la façon qu'on réfléchit les choses ou qu'on voit les situations. Puis que, oui, ça peut être des choses qui peuvent être positives dans certaines situations, dans certains cas. Des médicaments, ça l'aide à des choses, autant sur la santé mentale que la santé physique. Consommation de certains produits naturels, on le voit aussi même par rapport à des thérapies de plus en plus. Ouais. Fait que, en soi, ça n'a clairement pas juste des effets négatifs. Malheureusement, il y a des situations où est-ce que les gens, dans certains cas, c'est banalisé ou c'est pas pris en considération le fait que la consommation peut amener des enjeux puis peut amener des risques associés dans la prise de décision puis le fait de faire des tâches dans des capacités qui sont pas pleines. On voulait voir un peu avec toi des mythes et réalités qu'on entend vraiment beaucoup dans différentes sphères, justement, avec la grippe. Puis, ça peut être rapidement ou pas. Là, si tu as plus de réponses, c'est vraiment correct. Mais comme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, puis pourquoi? La caféine, ça dessoule. Ah, bah, aïe. Ça donne l'impression que ça te dessoule, OK? Ouais. C'est une fausse... mauvaise idée. Ça va, mais ton cerveau, il n'est pas plus réveillé. Tes réflexes sont pas plus vite. Tu sais, pour te dessouler, là, c'est une équation mathématique. L'alcool, c'est beau, c'est une belle molécule. C'est une molécule qui est facile, qui a des belles... Les graphiques sont super le fun, le temps de prendre que tu dégrades. Là, je suis un peu nerd biochimique, là. Mais fait que ça prend un nombre d'enzymes, un certain temps pour dégrader, faire disparaître ça, puis les effets. Fait que non, la caféine accélère pas ça. Elle va venir masquer des affaires. Puis c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que tu penses que t'es correct, mais finalement, non, tu l'es pas, puis t'en as encore pas mal plus que tu pensais, non? Oui. Fait que non, ça dessoule pas la caféine. Les stimulants améliorent nos capacités. Là, on peut peut-être y aller des fois si c'est un sujet de capacité. Capacité, OK. connaissance. OK. Bon, les stimulants. Bon, ben là, les stimulants, écoute, encore là, les stimulants prescrits ou non prescrits. Alors, je vais repartir de la conduite, puis on va ressortir de la conduite. Je vais devenir le médecin de famille après. Mais quand on est au niveau des stimulants prescrits, quand tu as un déficit d'attention, hyperactivité, pour la conduite, tu es plus sécuritaire quand tu as pris ta médication, quand ta médication te fait bien aussi. Parce que, aussi, pour en avoir prescrit, Oui. c'est pas toujours simple, trouver la médication, la bonne molécule, puis ça peut te mettre dans, le trouble où tu peux avoir la difficulté ou devenir hyper focus. Ouais. Bon, avec la médication, puis les stimulants aussi, tout stimulant, des fois, je trouve ce que ça peut donner aussi, c'est ça peut te rendre focus, mais comme un peu hyper focus. Ouais. Tu vois un peu comme le tunnel encore le tunnel qu'on revient, là, que tu vois qu'une affaire, puis là, tu oublies, puis là, tu es concentré, tu perds la notion de temps quasiment. Tu es dans ta tâche, tu vois pas rien. Habituellement, ça désinhibe aussi, hein? Fait que ça désinhibe aussi, puis c'est pas toujours élégant. OK, sur la route ou dans tes relations sociales, ou des choses que tu n'aurais pas dit, ou tu vas le dire mal, que tu devrais dire. Fait que je trouve que il y a ce risque-là dans l'imprévisibilité ou l'impulsivité, encore là, qui peut arriver. Fait que les stimulants peuvent être... Mais en même temps, aussi, ça peut augmenter des sensations, te réveiller, tout ça. Puis, je reviens en conduite, je suis fatigante, mais c'est utilisé quand même beaucoup mes conducteurs professionnels qui ne sont pas non prescrits. La tâche, c'est difficile. C'est compliqué conduire, c'est long, puis c'est souvent plate là, rouler vers Toronto, là, c'est à 401. Et ils vont prendre des stimulants, mais quand l'effet diminue, là, Oui. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a même un gros dans ta vie, enjeu avec toujours, ça, c'est ça, les enjeux du down, là, du retrait de ça, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un aspect. Puis, tu sais, on en a tantôt, quand on a parlé des mélanges, on n'a pas nécessairement parlé, mais bon, alcool, cocaïne ou même alcool, cannabis, je pense qu'un des plus gros risques associés, c'est ça, c'est le fait de, comme, en règle générale, l'alcool est quand même une des substances qui va durer le plus longtemps là-dedans. Fait que, de comme consommation du stimulant qui va venir camoufler ou masquer les effets du cannabis, donner cette impression d'hyper-focus, de concentration et tout. Mais le moment, dépendamment de la route que la personne a à faire, mais quand on parle, par exemple, plus de longues routes ou même de, justement, il y a du trafic ou autre, puis ça prend plus de temps que prévu, ça peut rapidement aller d'un coup, là, de justement se retrouver dans une situation où est-ce que là, on a l'impression qu'on a nos capacités, par exemple, qui sont vraiment top-notch, A1, 100%, à
on est à 10 C'est ça. tu sais. Tu es à 10 puis là, tu n'as plus ce qu'il faut là, pour Oui. faire accomplir la tâche de ce que tu faisais. Fait que, tu sais, c'est de prendre des risques aussi, là, que tu... Ouais. bon, tu as une prise de risque aussi, des fois, qui est démontrée, là, un petit peu plus... où tu es plus à l'aise de prendre des risques. Ouais. Puis tu peux un petit peu mal évaluer la situation aussi, parce que le risque, finalement, tu l'aurais peut-être pas pris, puis tu n'as peut-être pas les capacités pour gérer le risque que tu as pris. Ça, c'est l'autre affaire. Oui, ça aussi, oui. C'est sûr que de prendre des décisions aussi, puis je pense que c'est un des sujets qu'on parle beaucoup dans nos trucs de réduction des méfaits, c'est le fait de ne jamais prendre de décisions importantes en état de consommation. Ouais. Parce que ben, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui amènent que les perceptions puis la prise de... les jugements sont pas nécessairement optimales ou du moins ce que la personne représente vraiment ce que la personne voudrait tout le temps ou est alignée avec. Puis là, ils se retrouver dans des situations où est-ce qu'ils vont pas nécessairement soit le dire de la bonne façon ou prendre des décisions Ça, qui sont alignées avec les décisions qu'ils veulent prendre. Là, tu sais. Peut-être tes valeurs vont avoir comme été teintées différemment. Puis là, tu sors de ça, il l'aurait pas fait de même. Puis là, tu vis avec quoi? Tu vis avec ta conséquence. Tu vis avec, tu as peut-être brisé des liens où tu l'aurais pas fait pareil. Puis là, en tout- c'est pas... mais c'est sûr, comme la famille des stimulants, oui, je reconnais, tu sais, que ça va enlever l'effet... un doping d'enlever ton effet de fatigue, mais ta fatigue est quand même là, hein, Ou c'est parce que vrai. ta fatigue, c'est physiologique. Si tu veux, je te dis, elle est là pareil. Tu sais, ton corps, il te le dit, il t'envoie des signaux que tu es fatigué, il envoie des hormones, des affaires. Tu vas masquer ça, mais reste que tu es déjà diminué. Là. Mais ça, je pense qu'il y a puis ça dépend, puis comme dans n'importe quoi depuis le début, mais il y a vraiment des gens aussi qui ressentent la fatigue. Tu sais, il y a des personnes, je pense que j'en ai entendu beaucoup aussi, des histoires, des fois, des gens de comme. Il y a un aspect un peu fatigue physique et mentale. Fait que, tu sais, l'aspect de comme, tu sais, oui, t'es réveillé, fait que, tu sais, tes yeux sont là, puis t'es réveillé, mais comme à un moment, c'est comme ton corps, il shut down. Tu sais, t'es incapable. Les shutdowns, c'est Tu sais, ça. c'est vraiment, genre, t'es incapable. Oui, tu vas avoir à la limite les yeux ouverts, puis après, il peut avoir l'aspect pratiquement de dormir les yeux, semi-dormir les yeux ouverts, là. Ou, tu sais, vraiment que comme le cerveau, tu sais, après, c'est que t'enregistres vraiment, justement, aucune information. Puis, tu sais, genre, on en a entendu quand même des histoires de gens, par exemple, de comme, ah, ben, je sais même pas comment je suis arrivée chez moi. Oui, bien ça, c'est intéressant. On l'entend beaucoup en conduite. Je ne sais pas comment arriver chez moi. Puis Oui. ça, on l'entend aussi, pas juste en consommation, juste avec la fatigue, là, justement, la là. fatigue. Là. Tu sais, bon, travailleur de la santé, j'étais peut-être pas optimale après avoir fait un 24 heures de C'est garde, ça. disons, pas avoir dormi, prendre mon char. Puis quand tu te rends compte, tu te dis, oh mon Dieu, je suis arrivée. Et je me souviens vraiment Ah ouais, pas c'est quelle ça. route Il y a j'ai genre, pris. il y a Là. combien OK. de stops, puis il y a combien de lumières que j'ai C'est faites, là. ça, tu sais. j'étais-tu sécuritaire? Non. J'ai-tu été chanceuse? Oui. Je devrais-tu prendre cette chance-là? Non, finalement, non. Tu sais. Puis j'ai dû conduire, mais ça peut être cuisiner ou m'occuper de Oui, mes c'est enfants. Tu sais, ça peut vrai, être m'occuper de ouais. mes enfants. Je suis vraiment sécuritaire? Tu sais, des fois, je disais, je suis vraiment la meilleure quand je parle aux médecins ou quand je parle à mes conducteurs, à mes personnes. T'es-tu vraiment la meilleure version de toi-même là, actuellement? Là? OK, physique, psychique, mentale, devant, Ouais. derrière le volant, là, parce que tu sais, c'est une grosse affaire. Là, tu sais, c'est une grosse Oui. affaire. Bon, conduire, pour moi, c'est la plus grosse affaire actuellement. Là, mais il n'y a pas juste ça. Là, tu sais, je veux dire, prendre une décision pour ton travail, passer un examen qui tu sais, étudier, apprendre, te présenter. Et as-tu la meilleure version de toi-même actuellement? Là? Ouais. Puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour être la meilleure version de toi-même? Puis qu'est-ce que tu aurais donc dû faire? Tu sais? Puis la réalité, quand on parle de consommation, c'est que la seule réponse, pratiquement, c'est attendre. Oui. T'sais, pour prendre la meilleure décision, c'est que la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Justement, ça découle de cannabis, caféine et tout, mais la vérité par rapport à. Ben, la réalité par rapport à ça, c'est le fait que quand on parle de consommation, il n'y a rien pratiquement à part là, quelques exceptions, par exemple, dans le Luxode, là, mais qui va enlever les effets d'une substance à part le temps. Non, effectivement. Puis il faut que tu récupères aussi. Tu parles de l'Naloxone aussi, là, mais tu sais, quand on va arrêter les intoxications, l'urgence, je vais donner ça ou les benzos, on va donner quelque chose pour arrêter. Mais il y a certaines récupérations aussi de l'effort que ça a pris Oui. de récupérer. Puis ça aussi, pendant ce temps-là, tes capacités sont peut-être pas top notch non plus, là. Même si tu n'es plus sous effet de rien, tu n'as plus rien, tu es en récupération d'eux. Fait que des fois, la récupération peut être plus difficile pour certaines personnes, là. Oui. Un peu comme pour des maladies là, aussi. Oui. Là. Je pense qu'il y a un aspect, là, je sais pas à quel point. Ben, capacité émotionnelle, on l'avait un peu dans nos Ouais. questions.
Mais oui, je pense qu'il y a des fois, puis moi j'en essaie d'en parler souvent, surtout sur des personnes qui sont déjà prescrits en santé mentale ou qui sont des fois dans une situation plus à risque ou plus émotionnelle, plus difficile sur le plan émotionnel tu sais, parce que ça vient souvent d'un déficit neurologique dans les neurotransmetteurs. Puis, tu sais, j'essaie beaucoup, puis avec le grippe aussi, on essaie beaucoup de défaire le mythe quand même entourant le fait de comme la consommation crée des problèmes de santé mentale. Par contre, le lien est quand même là, on le sait, puis on le voit dans le sens que ça peut aggraver, ça peut accentuer, ça peut alimenter un peu des problématiques qui sont déjà présentes ou sous-jacentes, puis qui n'ont pas nécessairement émergé au complet. Fait que, tu sais, quand on parle justement, par exemple, de capacité émotionnelle, le fait de consommer, alors que pour beaucoup, il y a plein de situations où est-ce que les gens ils ont l'impression que ça les aide, puis ça peut effectivement peut-être les aider dans certaines situations spécifiques, mais il y a malheureusement aussi plein de situations où est-ce que la consommation va nuire, en fait, aux capacités émotionnelles, aux capacités de gérer, de sentir ses émotions, puis d'être en mesure, par exemple, de les partager avec quelqu'un, tu sais. Oui, puis moi, je l'ai vu, tu sais, comme médecin de famille. Là, je reviens comme médecin de famille, où je l'ai vu avec mes jeunes. Puis, tu sais, écoute, j'avais eu la chance de suivre pendant plusieurs années, tu sais, d'accoucher, puis de suivre les enfants, puis d'adolescents, tout ça, c'est vraiment les 5 générations. Puis, tu sais, j'avais un jeune qui avait, je pense, un jeune qui avait déjà de la misère, qui avait pas le goût d'aller à l'école, il aimait pas ça, tu sais, il était pas très motivé. Quand il a recommencé à utiliser le cannabis, ça lui a pas donné plus de motivation. Au contraire, ça lui a représenté un défi supplémentaire. Fait qu'il y avait de la consommation qui était adressée aussi parce que j'aime pas l'école, j'aime pas ça. Puis en même temps aussi, il amplifiait déjà quelque chose qui avait de la misère avec. Fait qu'il y avait ça à discuter, à regarder là, dans tes capacités émotives ou émotionnelles ou à te gérer aussi. Des fois, tu utilises ça pour te gérer, hein? Oui. L'autotraitement, là. Quand on parle d'anxiété puis cannabis, il y a quand même un énorme lien où est-ce qu'en plus, puis il y en a qui sont, tu sais, il y a du cannabis qui dans certaines situations, dans certaines personnes en cas spécifique, après taux THC, CBT aussi, tu sais, il y a plein de trucs à prendre en considération. Mais la réalité, c'est que c'est souvent une automédication qui est énormément utilisée depuis des années, là. Oui. Puis moi, comme médecin, c'est sûr que, tu sais, quand je prescris une pilule, un antidépresseur, OK, à la limite, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. En tout cas, la plupart du temps, le pharmaceutique, on a eu des études, beaucoup. J'ai une bonne idée à quoi m'attendre, j'ai une bonne idée, mais encore là, à qui je m'adresse, puis je vais choisir la molécule en fonction de la... Mais quoi qu'une tu finis par te connaître, tu peux choisir tes affaires aussi comme patient. Là. Mais il y a quand même... tu peux avoir des surprises. Tu peux t'attendre à vouloir essayer d'améliorer la situation, mais finalement, tu as amélioré un côté, mais tu as aggravé l'autre. Tu fais « Oh mon Dieu, je suis pas mieux. » là. Puis le danger de rajouter une autre pilule. Nous autres, comme les docteurs, de rajouter une autre pilule, ben hey, tu as des brûlements d'estomac, je te rajoute une brûlement d'estomac. Là, écoute, là, je dors plus, je vais te rajouter quelque chose pour dormir. Attends, peux-tu faire le ménage? On recommence, c'est ça, on revient à la base. Des mélanges Des mélanges, on mélange, c'est ça. Aussi, il y en a quand même beaucoup. Là. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit, je peux pas passer à côté parce que c'est vraiment un des dadas que j'ai quand même quand on parle de consommation de cannabis et décrochage scolaire. Oui. Pour moi, c'est un des points que j'adore aborder parce que le lien, encore une fois, est vraiment comme causalité, cause à effet. Vous avez des études. Oui. Alors que je trouve qu'il y a quand même un aspect, mais c'est que c'est pas, moi, dans ma tête, la façon en ce que je l'explique, puis pour ça, je voulais en parler un peu avec toi, c'est vraiment un peu comment tu l'as expliqué. Dans ça, c'est pas la consommation, mais comme la consommation de cannabis, c'est l'effet que la consommation de cannabis va amener. Puis ça peut être encore plus quand c'est consommé à un jeune âge. Je vais t'expliquer comment moi je l'expliquais, puis on va en parler. En gros, moi, ce que j'expliquais aux parents, souvent quand je donnais des ateliers et tout, c'est vraiment le fait que la consommation de cannabis à un jeune âge va ralentir, va pas brûler de cervelle, va pas brûler des parties du cerveau. Par contre, le cerveau, quand on consomme du cannabis, le cerveau il est concentré à l'effet du cannabis. Et donc, plus c'est fait de façon régulière à un jeune âge, plus ça se peut qu'il y ait des parties du cerveau qui n'aient pas un développement qui soit complet, parce qu'il n'y aura pas eu le temps de se développer au complet. Puis malheureusement, la dernière partie du cerveau qui se développe, c'est le préfrontal en avant, qui est beaucoup relié prise de jugement, planification, décision, des trucs comme ça, puis qui sont beaucoup reliés, qui est beaucoup, par exemple, ce qui est demandé à l'école. De plus en plus qu'on grandit. Encore plus, par exemple, cégep, on va dire, où est-ce qu'on va te demander de gérer ton horaire, où est-ce qu'on va te demander de planifier tes choses, de prendre des décisions. Fait que, tu sais, je pense que pour moi, le cause à l'effet, il est beaucoup sur la fait de comme des jeunes qui vont consommer du cannabis, encore une fois, de façon régulière. Il y a tout un aspect quand même, mais c'est plus un aspect de manière tu vas arriver à l'école, puis comme mentalement, ça va être difficile pour toi.
Puis oui, après, il y a un aspect de comme peut-être des motivations par le cannabis, volonté de faire autre chose, mais c'est pas nécessairement la consommation de cannabis, c'est plus le fait de la personne, elle n'aura pas eu les aptitudes non plus nécessaires pour être capable de réussir aussi à l'école, puis d'être à l'aise, puis de s'en sentir bien, d'être dans un établissement scolaire, par exemple, plus haut niveau. Ben, tu n'as pas développé tes capacités. Là. On revient aux capacités. Oui, tu n'as pas développé tes capacités. Puis là, tu es en phase de développement. Il faut que tu essaies de prendre le meilleur chemin. Ton cerveau essaie de prendre le meilleur chemin. Il faut que tu l'habitues. Il faut que tu développes des capacités. Fait que il y a des capacités que tu n'as pas réussi à développer ou que tu as mal développées. Ouais. Les chemins se sont pas nécessairement Les chemins faits. se sont pas faits comme il faut. Là. Puis là, tu arrives avec bien du trafic dans le cerveau. Puis pour faire une tâche qui est de plus en plus complexe, puis ça devient de plus en plus exigeant, c'est décourageant. Tu te mets quasiment en situation d'échec, tu sais, des fois, puis pourtant, tu as des beaux rêves, puis tu n'es pas conscient de ce que ça peut... Tu te mets quasiment en situation de handicap aussi, là, je pourrais dire, des fois. Là. C'est un peu, moi, je vois ça un peu comme ça. Là. Puis j'en ai vu dans ma patientèle, j'en ai vu. Puis d'accompagner là-dedans là, pour essayer de changer ça. Puis c'est toujours le temps de développer. La beauté du cerveau, c'est que maintenant, on sait que maintenant qu'on est capable de refaire des chemins, hein, même à 80 quelques années, là, même les petits vieux, ils sont capables de réapprendre à conduire puis d'être corrects. Je trouve que c'est ça qui est le fun. Notre cerveau, il nous pardonne quand même pas mal. Puis notre corps, si on l'entretient bien, je te dirais, si on le nourrit bien, puis si on y fait attention, puis on l'écoute. Là. C'est un peu... Oui, fait ça. Fait qu'il y a quand même des chemins. C'est pas peine perdue non plus pour des personnes qui, par exemple, jeunes adultes, qui trouvent ça plus difficile, qui a fumé tôt dans sa jeunesse, puis là, qui a de la difficulté. Il y a une possibilité. Après, il y a un travail quand même qui doit être fait. Il y a un travail. Moi, je trouve dommage, c'est que tu vas peut-être travailler fort, trop fort. Oui, c'est ça. Plus fort que les autres, puis tu vas trouver ça. C'est difficile aussi de trouver la motivation, mais ça peut être quand même quelque chose qui est possible avec comme un encadrement puis un processus aussi. Mais il faut être réaliste aussi. Là. Ça peut laisser des traces. Ça peut laisser des traces quand même qui vont t'handicaper, entre guillemets, un peu. Là. Le cannabis peut être détecté dans le sang pour plusieurs semaines. Puis la réponse est oui, puis la réponse est selon ton type d'usage, selon comment tu es faite aussi, hein? Ta physiologie aussi, selon ton usage quotidien à tous les jours ou occasionnel. Fait que oui, ça peut détecter... En fait, le cannabis, c'est les métabolites, là. Oui. OK? Je ne rentrerai pas les deux métabolites, mais oui. Puis ça peut aller de quelques heures à un usage régulier, à tous les jours, quotidien, assez quand même important, presque un mois. Ah ouais. Dans le sang, puis là, dans le sang, puis pas mal plus longtemps dans l'urine. C'est ce qui explique un peu toute la difficulté d'être capable d'avoir des recommandations de conduite à moindre risque sur le cannabis. Oui, c'est une molécule qui est très, 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 très complexe. Chapeau à tous ceux qui, les biochimistes et tous les biologistes qui étudient ça et tout. C'est compliqué, c'est pas simple, cette affaire-là. Fait qu'on a... Puis il faut faire des études, puis c'est ça qui est compliqué. Je reviens sur la conduite. C'est pas évident de faire des études sur la conduite avec les substances affiliées aux capacités affaiblies parce que, oui, heureusement, j'ai un simulateur de conduite. Je suis quand même chanceuse. Là. On peut mettre quelqu'un sur un simulateur puis voir les effets. Mais même à ça ne se transpose pas toujours sur la route, les effets. Là. Oui, parce qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas pris en considération sur la route, la température. Exactement. C'est un algorithme qui est devant toi qui t'envoie le piéton qui arrive toujours dans le bon angle dans ton simulateur, alors que le piéton, il n'est jamais dans le bon côté. Oui, les voitures sont tellement différentes. Les voitures sont différentes. Il y en a que, genre, moi, les côtés, le fameux... Tu vois rien que les piliers de pare-brise, tu as des angles de mort qui sont incroyables. Non, écoute, puis là, la route, tu gères pas. La luminosité vient de changer, tu gères pas, tu es ébloui, puis là, le trafic. Et que c'est quand même... Ça peut devenir très, 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 très complexe là, comme situation. C'est calculé, là. Oui. Parfait. Certaines personnes sont moins affectées dans leur capacité par l'alcool. Moins affecté. Bien là, je te dirais, moins affecté. On va dire comme médecin, non, tu n'es pas moins affecté. Est-ce que tu perçois moins? Par exemple, tu deviens comme tolérant, c'est le phénomène de tolérance. Là, ça t'en prend plus pour sentir l'effet. Oui. Fait que je sais pas ta question, c'est moins affecté comme... Prends-la comme tu veux. Là, comme docteur. Non, tu n'es pas moins affecté. Parfait. Tu es aussi affecté, tu vas avoir autant de dommages, de cumulatifs, tout ça au bout de la ligne. Mais est-ce que tu... Dans ce que le cerveau peut percevoir après, il y a un aspect aussi que ça se peut que ça soit différent, mais... Mais pour moi, tu es affecté. Tu es affecté autant, tu es affecté différemment, que tu perçois différemment, mais tu es affecté autant. OK? C'est ce qui explique pourquoi le 0.08, il est unique. En fait, il est unique puis qu'il n'est pas différemment en fonction de certains paramètres ou autres. Là. Bien, le 0.08 pour la conduite, c'est intéressant. Le 0.08 pour la conduite, il y a aussi une notion de
de gérer le risque, si tu veux, un petit peu. Puis ça va avec le risque de faire un accident, le 0,08, 0,05. Déjà là, à 0,05, tu augmentes quand même ton risque de faire un accident routier. On a décidé, comme société avec un petit S, là, de te dire, écoute, 0,08 actuellement, c'est ce qu'on veut. Mais tes capacités sont déjà affaiblies. Si tu me poses la question, tes capacités sont-tu affaiblies à 0,08? La réponse est oui. Est-ce que... Puis qu'est-ce que ça te prend pour avoir 0,08? Ben moi, je te dis, je tolère pas l'alcool, là, puis je n'ai pas de petit fouet, j'ai un petit enzyme, là. Je prends une petite bière à 4 je n'irai pas conduire. Je sais que je suis feeling, hey, j'ai une petite consommation, tu sais. Fait que, mais c'est montré, même en bas de 0,05 sur certains endroits. Puis, ça dépend de ton cerveau. Là. C'est super intéressant qu'on conduise parce que mes jeunes conducteurs, ils ne peuvent pas conduire. J'ai la règle 0 alcool. Oui. Pourquoi? Le cerveau, il est trop fragile à ça. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment diminué ça à ça. Puis on veut vraiment gérer le risque à tous les usagers de la route, là, tout ça. Là. Fait que 0,08, ça arrive. C'est facile parce que ça se calcule. La belle coupe que je t'ai dit de l'alcool que je trouve le fun. Là. Mais là, ça dépend de... Et là, ça devient compliqué à calculer. Là, tu vas rentrer là-dedans dans ton verre standard puis tout ça. Là, et démystifier le taux d'alcool, la quantité d'alcool, puis la molécule comme telle, puis la façon qu'on le détermine. Et que, non, 0,08 derrière un véhicule, 0,08. Puis, tu sais, ça vient aussi 0,08. Là, je parle d'un auto, c'est compliqué de conduire, mais à la limite de conduire, tu sais, écoute, je suis pas sûre qu'à 0,08, moi, je riderais mon vélo ici dans leur super piste cyclable qui est comme une autoroute à Montréal. Je pense pas que j'aurais ce qu'il faudrait pour prendre la bonne décision. Je pense que même en vélo, j'ai l'impression que même plus... Surtout à Montréal, dans le sens que t'avances tellement vite en vélo versus les voitures. Oublie ça. Fait que... À la limite, conduire à Montréal sur le 0,08 quand il y a bien du trafic. À 0, conduire à Montréal, il y a tellement de distractions. Il faut vraiment... on parle qu'il faut être vraiment tout là dans des situations complexes de la vie, là. Puis dont la conduite à Montréal, là, tu essaies de mettre les chances de ton bord pour pas avoir d'accident puis pas d'en causer. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup, mais je parlais sur la vitesse, là, mais c'est sûr qu'après, il y a tellement de stimuli autour qu'il y a des enjeux, peu importe. Ouais, vous avez des cônes, hein? Vous avez des cônes. Je sais si on m'inclut dans cette histoire-là. À Montréal, vous avez des cônes, hein? OK. Merci beaucoup, Christine. C'était vraiment une belle discussion. On est allé un peu partout. Oui, un peu. On s'est un un peu d'enfer. Mais moi, j'ai trouvé ça full intéressant. Encore merci. Puis c'est le fun de parler à vos auditeurs tout autrement. Puis c'est ça, tu sais. Soyez prudents, on va gérer nos risques, puis on essaie de prendre la meilleure décision avec nos capacités. Ouais, juste parce que je pense que c'est intéressant, mais je pense que c'est ça, la conduite, puis même quand on essaie de faire le parallèle avec tout, mais les décisions qu'on prenne, c'est de voir un peu le pourcentage de le risque, en fait, de c'est quoi le pire qui peut arriver, puis à quel point on est à l'aise avec cette décision-là qu'on va prendre. Ouais. Comme médecin, je suis à l'aise à pas grand-chose, mais en tout cas, c'est autre chose. Merci beaucoup.